السلام عليكم. هاشم الفضيلي، خلقت في رباط 1974. عندي 42 عام. كنت في البداية في ليسي ديكارت. شديت البكالوريا ديال الاقتصاد، baccalauréat B, maintenant dit ES. Et après l'obtention du baccalauréat, c'était naturel que je fasse mes études supérieures en France. Je voulais concilier un bon niveau universitaire avec un beau cadre de vie, ce qui m'a amené à Montpellier, donc une ville méditerranéenne où il y a un excellent niveau d'études, où il y a une excellente réputation universitaire. Et j'ai commencé par 2 ans en sciences économiques. Après ces 2 années, je me suis rendu compte que le droit était ma passion et j'ai tout recommencé à zéro pour me lancer dans les études de droit. Donc maîtrise en droit des affaires, DESS, à l'époque on disait DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées en droit pénal des affaires. Maintenant ça s'appelle un Master 2, pour ensuite passer le concours d'avocat que j'ai réussi dès le premier coup. Et là, j'ai intégré l'école des avocats de Paris, qui est la plus prestigieuse de France. Une fois que j'ai intégré cette école, je voulais diversifier mon apprentissage et c'est ainsi que j'ai évolué chez les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. محامين قبل محكمة النقد ومحكمة الدولي، المجلس الدولي. Et là, j'ai appris beaucoup de choses car j'ai appris comment créer le droit, comment provoquer une question de droit, comment façonner le droit. Et j'ai vécu une expérience assez extraordinaire parce que j'ai été coopté pour participer au concours d'éloquence et de démonstration juridique à la Cour de cassation. C'est le concours d'éloquence le plus prestigieux de France, qui est un concours national et qui est un concours qui a plus de 180 ans et qui récompense les meilleurs orateurs de France. Et lorsqu'on m'a coopté, je me suis dit mais ils sont fous parce que je suis qu'élève avocat et alors que mes opposants, mes adversaires étaient tous avocats depuis 4-5 ans, moi je n'étais qu'à l'école du barreau et je l'ai réussi. Et à ce jour, je suis le seul étranger à avoir gagné ce concours d'éloquence et de démonstration juridique à la Cour de cassation. Bien évidemment, je suis le seul Marocain. Depuis, j'étais naturalisé français, mais en tout cas, au moment des faits, j'étais le seul étranger. Et je le demeure encore. Une fois qu'on réussit ce concours, on vit des choses extraordinaires et j'ai vécu 1 année à la Cour de cassation, Mahkamat al-Naqd. Donc je me suis tout de suite installé. J'ai ouvert mon cabinet ici à Vincennes et je me suis spécialisé en droit des affaires. Donc ça, c'est une de mes spécialités, une de mes activités. Par ailleurs, depuis exactement 11 ans, je donne des cours. J'ai donné cours pendant 6 ans à Sciences Po à Paris sur l'éloquence et son usage. Comment être éloquent, comment avoir une argumentation convaincante, comment capter l'attention de l'auditoire, etc. Donc ça a été le cas à Sciences Po à Paris, ça a été le cas à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et puis également là où j'ai tout vécu en tant qu'étudiant à la faculté de droit de Montpellier où je descends régulièrement. Et ma troisième activité, c'est que j'ai également des activités de coaching dans le sens où j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, etc. à avoir une posture de dirigeant, une posture de leader via l'éloquence. Très rapidement, qu'est-ce que l'éloquence ? L'éloquence, c'est la maîtrise de la sémantique, l'importance du mot. C'est la maîtrise de la dialectique, l'importance du raisonnement, et c'est la maîtrise de la rhétorique, l'importance de l'art oratoire. أولاً إلا باغي يتبعني شي واحد خصو بعدا يحب بلده، أولاً يحب عائلته، ثانياً ويحب راسو نفسه ثالثاً. هذا هو المبدأ. إلا باغي تبعني يعيط ليا ونصحو حيت خصنا نعاونو الشبان،
خصنا نعاونوا الناس اللي عندهم ثقة في نفسهم الناس اللي باغيين يخدموا. Je raconte mon histoire, ça paraît facile, mais rien n'est facile. Alors c'est clair que lorsqu'on réussit, on peut paraître comme étant un modèle, et je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais il y a tout un cheminement, tout un parcours fait d'obstacles, etc. Et je dirais toujours qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Sauf qu'il faut savoir tirer profit de chaque expérience, et chaque expérience doit être grandissante. Si on ne tire aucune leçon de son expérience, ce n'est pas la peine. Donc je ne répéterai qu'une chose, c'est la foi en soi, c'est très important. Et puis également avoir une dynamique collective. À chaque fois on dit في المغرب هذا نجح هذا مشى هذا دار هارفارد هذا في لا نازا ومن بعد شنو تيديروا من بعد والو. Donc il faut savoir redistribuer aussi. Il faut distribuer sa richesse, et il faut partager sa réussite. Et je le fais régulièrement dans le sens où je conseille beaucoup d'étudiants sur leurs cours, sur leurs travaux dirigés, sur la façon de rédiger un curriculum vitae, sur la façon de rédiger une lettre de motivation, etc., etc. Il faut donner de soi, c'est important. Parce qu'on ne réussit jamais tout seul. On réussit toujours grâce à une infinité de paramètres. Grâce à quelqu'un, voilà, si je suis ici, je porte un costard, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué ce costume. Bien évidemment, je l'ai acheté, mais c'est parce que quelqu'un l'a fabriqué. Lorsque je vis au quotidien, je vais acheter du pain. Ce pain, c'est la boulangère qui l'a fabriqué, etc., etc. Et donc, il faut avoir une dynamique collective, parce que sinon, une dynamique individuelle, on ne réussit pas, c'est pas possible. بكل صراحة غنهضروا على العنصرية. كاينة العنصرية، ولكن العنصرية اقتصادية سوسيولوجيكية، ماشي ماشي الشخصية. أنا شخصيا ما عمري ما تلاقيت شي عنصري، ما عمري ما هادي 24 عام وانا عايش في فرنسا، ما عمري ما تلاقيت شي عنصري ولا عنصرية. علاش؟ Parce que lorsque on va dans un pays, il faut bien sûr y aller avec son passé, avec son patrimoine, avec sa culture, et en étant fier de ses origines. Mais être fier de ses origines, ce n'est pas afficher ses origines. Je n'ai qu'un seul conseil à donner, c'est de ne pas rentrer dans la caricature de l'affirmation culturelle, de l'affirmation identitaire. Je vais donner un exemple qui peut paraître choquant, mais le Marocain qui va sortir dans la rue en France, au regard du contexte actuel, n'a aucun intérêt à sortir par exemple avec Salwa al-Qndrissa ou bien Balbalgha. Alors on peut très bien dire, oui, pourquoi la Maghrebi, il est où le problème? C'est rentrer dans la caricature. C'est comme lorsqu'on va dans un événement sur le tourisme au Maroc et qu'à l'entrée de la tente on met un chameau. Voilà, on est dans de la caricature. Si j'ai vraiment un conseil à donner, que le Marocain mette en avant ses valeurs, son dévouement, sa rigueur, sa constance, son sens du travail, sa loyauté, etc., etc., plus qu'il mette en avant son Salwa al-Qndrissa, sa Balgha, son Cherbil, sa Jellaba, sa main de Fatma, etc., etc. Alors, de mon point de vue, le problème du Marocain, c'est qu'il est dans une dynamique individuelle. Il réussit seul, il va à l'étranger, il a une capacité extraordinaire, il a une capacité de travail extraordinaire, et très bien. Mais sa réussite est une performance individuelle. Or, il faut que notre réussite devienne collective. Et donc, du coup, cette performance individuelle ne le protège pas d'une fragilité intérieure qui, en fait, le rend d'autant plus vulnérable qu'il évolue dans un univers qui n'est pas le sien.
Le Magharibi, par exemple, qui a la NASA n'est pas son univers. La NASA peut devenir son univers, bien évidemment. Mais la NASA ne devient pas son univers pour deux raisons. La première raison, c'est que, eh bien, il n'a pas intégré dans son sillage d'autres Marocains, par exemple. Il ne prend pas des Marocains comme stagiaires. Il ne donne pas des cours à l'université où il va repérer des Marocains. Il ne va pas au Maroc pour former certaines personnes. Il ne développe pas des échanges, etc. Je vais donner un exemple personnel. Lorsque j'ai réussi le concours d'éloquence et de démonstration juridique à la Cour de cassation, j'en ai tout de suite avisé Fathallah Sijil Massi, qui à l'époque était l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Je lui ai dit, voilà, je vous avertis de ce qui s'est passé. Il était normal que je vous avertisse de ça, vous qui êtes le représentant de la communauté marocaine en France. Il était stupéfait. Et à partir de là, nous avons développé des relations professionnelles extraordinaires avec des échanges très poussés dans le domaine du droit, de la diplomatie, etc. Ça d'une part. D'autre part, j'ai avisé tout de suite à l'époque M. Driss Dhak, qui était premier président de la Cour suprême. Et il m'a reçu avec, on va dire, un honneur qui m'a profondément ému parce que c'est un grand homme, et je tiens à le souligner, quelqu'un d'humainement extraordinaire et d'intellectuellement bien sûr brillantissime. Et là aussi nous avons eu des échanges très poussés, à tel point qu'il m'avait même invité pour le 50e anniversaire de la Cour suprême du Maroc. Et la troisième personne que j'avais avertie, c'était l'ancien bâtonnier de Rabat, Mohamed Ziane. Et je l'ai avisé pourquoi? Parce que c'était le chef des avocats de ma ville natale. Et lorsque j'étais décoré à la Cour de cassation, il y avait une rentrée solennelle et le procureur général près la Cour de cassation m'a remis donc une médaille. J'avais invité Fathallah Sijil Massi, qui n'a pas pu venir parce qu'à l'époque il y avait un accident grave d'un car au Maroc, un car de touristes, et il devait gérer donc cet incident-là. Et il m'a envoyé son ministre conseiller. J'avais invité Driss Dhak, qui n'a pas pu venir, et j'étais ému par son mot. Il avait présenté ses excuses. Driss Dhak, qui me présente ses excuses, me disant comme quoi il ne pouvait pas venir. Et est venu Mohamed Ziane. Eh bien, pour la première fois de l'histoire de la Cour de cassation. La Cour de cassation existe depuis 1790. Pour la première fois, à l'occasion d'une rentrée solennelle, le président, dans son discours, a cité Monsieur Mohamed Ziane, bâtonnier de Rabat. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'était une très grande fierté pour moi, car au-delà d'une fierté personnelle, eh bien, il y avait une fierté institutionnelle, une fierté de patriote. Donc voilà ce que je veux dire par là. Le Marocain qui va réussir à la NASA ne partage pas sa réussite. Et ça le rend donc isolé, vulnérable. L'enseignement au Maroc, et ce n'est pas nouveau, doit être mais totalement revu. L'enseignement au Maroc est en train de vivre une grave crise dans le sens où il y a 3 catégories de Marocains qui ne se parlent même pas. Et ça, c'est très grave. Et ça peut porter atteinte au bout d'un moment au ciment national, parce que l'éducation, c'est le ciment national. La première catégorie, ce sont ceux qui sont dans les écoles publiques, où ils se retrouvent à une trentaine par classe et où il y a une pauvreté, on va dire, de l'enseignement, aussi bien dans le fond que dans la forme, avec un objectif quantitatif au détriment de l'objectif qualitatif. C'est-à-dire qu'on est dans du par cœur en permanence avec énormément de matière et il n'y a plus de réflexion, il n'y a pas d'esprit critique. Donc ça, c'est la première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie qui sont dans les écoles privées. Et là, qui ne rencontrent même plus donc leurs compatriotes. Et les écoles privées, c'est un véritable fléau parce que ces écoles privées sont dans une dynamique strictement de rentabilité et qui n'ont pas forcément, on va dire, les
les critères requis pour pouvoir dispenser un enseignement de qualité. Et puis, il y a une troisième catégorie, je le dis, j'en suis désolé, à laquelle j'ai appartenu. Ce sont ceux qui sont à la mission française ou qui font l'école américaine. Et moi, je pense qu'il faudrait retisser un lien entre ces trois catégories-là. Pour retisser un lien, il faut tout simplement développer l'école publique. Et développer l'école publique, ce n'est pas une question budgétaire, c'est une question de volonté politique, dans le cadre de programmes et dans le cadre de formation des maîtres.